Et donc, un grand applaudissement à Redford, donc Redford, QCK, et Mr. Trick. Et c'est un honneur d'annoncer la talk Breaking the Mean Polish Trains, donc ingénierie inverse d'une malfonction suspicieuse. Salut, je suis Redford, c'est Kufukei et Mr. Tick. C'est pas Trick, Monsieur Tick. Et on va parler de train. On va faire une petite intro, on va expliquer l'histoire et ensuite on va aller dans les détails plus techniques. Donc, des fois, on joue un petit peu avec Dragon Sector et je travaille pour Invisible Fix Lab et je fais généralement de l'ingénierie inverse et de la sécurité en bas niveau. Et ils vont aussi se présenter dans quelques slides. Donc, on va commencer avec l'histoire. Donc, comme vous savez, l'histoire, c'est à propos de trains. Et l'histoire commande relativement longtemps, en 2016. Lorsque Collier qui est un opérateur de train, appelle à acheter 11 trains Impulse, donc un d'entre eux sur la photo. Donc, après un certain temps, les trains arrivent à peu près 1 million de kilomètres au compteur. Et donc là, quand on arrive à 1 million, il faut faire une grosse maintenance. Et parce que le fabricant, parce que les trains ne sont plus sous garantie, ils ont lancé un appel d'offres et cet appel d'offres a été gagné par SPS, qui est par le train en Pologne. Donc en 2022, le premier train arrive. Donc la série publique. Donc le train numéro 24, ils ont complètement démonté le train, ils ont envoyé le train au et ils ont tout réassemblé. Et le problème, c'est que le train ne démarrait plus. Donc ils ont pris un autre train et la même chose s'est passée. Et après la réparation, il n'y avait plus rien, après la maintenance. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'entre-temps, un autre atelier a commencé à se lancer et ils avaient exactement le même problème. Donc c'est un petit peu suspicieux. Suspect. Donc il y a certains, les médias s'en sont aperçus puisqu'il y avait moins de trains qui circulaient. Et donc, il y a le fabricant a expliqué que quelqu'un avait interféré avec les systèmes de sécurité, quoi que ce soit. On ne sait pas ce que c'était. Et entre-temps, le SPS a commencé à rendre les trains qui fonctionnaient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, après l'atelier ait eu des problèmes, ça ressemblait pas à un problème normal. L'ordinateur disait que tout était très bien et ils avaient quelques pointeurs dans la direction du fabricant, mais ils savaient pas quoi faire. Donc, ils ont regardé Polish Hacker et ils ont cherché Polish Hacker sur Google et ils nous ont trouvés. Donc, on les a contactés, ils nous ont donné le train. On vous en reparlera plus tard. En août, on a réussi à débloquer le premier train. Et quelques mois plus tard, on avait suffisamment d'indices pour contacter les autorités.
Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ok, je pense que c'est mon tour. Donc, bonjour, je suis Mr. Tick. En Pologne, on me connaît sous le nom de Spanklesh. En Allemagne, Herzecke. Je suis un gros insecte. Je suis un grand fan de train. Je suis un petit peu connu partout. Et je veux vous expliquer ce qui s'est passé pendant un peu nos étapes initiales. Qu'est-ce qu'on veut dire par un train verrouillé? On a un train, il y a une cabine. Le système en cabine dit que le train est prêt à rouler. Et on peut manipuler la pédale, enfin la commande de frein et la commande d'accélération. Et quand on utilise la commande d'accélération, ce train devrait accélérer. Et à la place, voilà ce qui se passe. Donc on désactive les freins. Et rien ne se produit. On accélère, rien ne se produit. On peut voir 0 sur le compteur de vitesse. Donc, on a un train verrouillé. L'atelier de réparation a acheté 2 CPU supplémentaires, donc deux boîtiers de contrôle. En voilà un ici. Et l'atelier avait accès à tous les manuels de réparation, à toute la documentation du train. Donc, regardons un peu ce qui se passe, comment marche un train, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un train. Voilà un graphique un petit peu simplifié de ce qu'on trouve dans un train de nos jours. Donc, en haut, vous avez une ligne de courant continu à 3 kV, c'est le standard en Pologne. Ça, c'est les caténaires, la tension qui est dans les caténaires qui arrive dans le train. Vous avez des convertisseurs pour la puissance, ce qui permet de convertir cette haute puissance pour tous les périphériques vers un niveau de voltage plus élevé. Et de l'autre côté, on a en bas de ce diagramme, on a les systèmes qui sont responsables de ralentir le train. On a un compresseur qui fait de l'air comprimé, qui alimente certains systèmes, comme notamment les freins. En haut à droite, on a un inverseur qui lui alimente le moteur. Donc on a ces 3 kV en continu. On les convertit dans une tension en courant alternatif que le moteur peut accepter. C'est ça qui fait l'espèce de bruit qu'on entend quand un train démarre. Tout ça, c'est relié par un bus qu'on appelle le CAN, qui relie tous les périphériques dans le train. Et je vais laisser Q3K en parler. Donc je suis Q3C. On va parler de CAN. Donc CALT est un protocole automotif. Donc c'est c'est comme ça qu'il y a aussi des voitures. C'est au moins que je comprends. Mais en fait, il n'y a même pas le CAN. C'est juste une couche supérieure qui va être CAN Open, qui va transformer un réseau CAN entre une carte distribuée peuvent s'écrire mutuellement. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'est-ce qu'il y a la différence entre le CAN bus et un train qui fonctionne et un train qui ne marche pas. C'est ce qu'on a vu. C'est que l'inverseur recevait des messages différents. Au lieu d'envoyer un 1, qui signifie « vas-y, avance », il va être envoyé 0 qui envoie rien. Et au lieu d'envoyer la puissance, la puissance a toujours été envoyée à 0. Donc, sinon, tout le reste ressemblait très bien. Donc, il fallait voir entre le PLC et l'inverseur. Donc, c'est notre problème. Donc, il y a un réseau CAN avec différents bus, 5 bus différents. Il y a 2 PLC, un maître et un esclave, et il y a 4 inverseurs. On va regarder ça. Et on va regarder sur les PLC directement. On parle de CPU, on parle de PLC, mais c'est quoi un PLC? C'est un contrôleur logique programmable. C'est quoi un PCMS? Un TCMS, c'est ce qu'on achète d'un vendeur si on veut contrôler un système. Donc chez eux, ils ont acheté Chassis Electron, c'est une marque suisse. C'est le 3X qui est basé sur un CPU 831 TG qu'on va simplement appeler CPU 300 CPU. Et c'est contrairement à un Archino, c'est utilisé par un standard bizarre qui est le IEC 661.3. Donc ça, c'est le PLC dans son habitat naturel. Il y en a un PLC à droite, il y a le CAN bus
et à gauche, il y a l'alimentation électrique. Rien n'est coloré jaune, donc c'est pas sécurisé, ça n'est pas... tout ce qui est important, c'est jaune, et là, il n'y a rien qui est jaune, donc c'est bon, on peut y toucher. Donc, comment est-ce qu'on programme ça? Alors, on a le PLC à droite. On s'est basé sur un Infineon TC13031 MCU Tricore. Il y a un petit peu de RAM, il y a un petit peu de flash. Il y a aussi un petit peu de RAM non volatile. Donc, c'est de la RAM, mais ça se garde quand on reboot. Et ensuite, on a à gauche, on a notre projet qui est défini en IEC 61.3, qui génère du code C, qui va être balancé vers GCC pour être compilé du binaire Tricore, et qui va être envoyé par FS 232. Donc, on sait comment le transmettre. Mais comment est-ce qu'on fait pour le télécharger, enfin pour faire un download, parce qu'en fait on n'a pas un bouton pour ça. Donc on a trouvé un debugger et c'est comme ça qu'on a récupéré l'image de la PLC en train de lancer. C'est basé sur Syscom, c'est un petit peu comme une DLL, que différents programmes de chez Selectron en SAT, il y a l'IDE. Et on a regardé ça, on a ces DLL, on a trouvé pour le débugger, enfin on a débugué. Et donc, si vous voulez débugger, vous faites un login avec un nom et un passmot qui ne peuvent pas être changés, donc pas dans l'ancienne version, donc on ne peut pas le changer. Donc, on aime avoir cette version et on dit que j'aimerais bien monitorer cet espace mémoire et on lui donne une adresse. Donc, on peut dire, par exemple, dans un debugger, qui fait ça. Et donc, c'est comme ça qu'on récupère une image de l'image du PLC. Et maintenant, il faut que je parte dans la version la plus ennuyeuse, c'est le standard IEC 7131. Alors, comment on programme ce truc-là? C'est pas facile. Voilà un PLU, donc une unité d'organisation du programme dans laquelle on a une FB, c'est-à-dire un bloc fonctionnel. Alors, ça c'est stocké dans un ST, c'est du texte structuré. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'acronymes, on va s'en sortir. Donc là-dedans, on a une partie, c'est des définitions, et l'autre partie, c'est le code en lui-même. Le code est exécuté à chaque tick du système, et on a des définitions. On a par exemple start, stop, running, state. Ça, c'est l'état de notre programme. Si xstart est set, que xstop est aussi set à true, dans ce cas-là, on va pas avancer. Bon, ça c'est simple, ça devient plus compliqué. Voilà le code qui est généré. Vous pouvez penser un peu à un système orienté objet. On a les variables de la FB. Toutes ces variables sont dans une structure. Voilà le code d'évaluation qui est émis par le compilateur. Donc ça c'est du code qui est mappé vers du C. C'est à peu près du mapping 1 pour 1. On retrouve la structure de check des bits qu'il y avait et toute la logique. Donc on a assigné le résultat dans xRunning, tout va bien. On a aussi une fonction d'initialisation, et ça, comme dans tout système orienté objet, c'est le constructeur de notre structure. Donc ça, c'est ce qui initialise les différents bits d'état. Ok, c'est pas trop mal, mais là, ça devient plus compliqué. Voici un autre PLU. C'est un programme, un autre type de PLU, mais qui est un peu comme un FB, mais qui est un niveau de bloc. Donc ça, c'est programmé sous forme de FBD, un système de diagramme de blocs fonctionnel. On a donc un langage de programmation graphique ici, dans lequel on peut voir une instantiation du FB qu'on avait auparavant. Et on a connecté d'autres entrées et d'autres sorties. Donc xstart, xstop, xrunning A, xrunning B. Donc ça, c'est effectivement deux contrôleurs de moteur qui sont liés à deux sorties différentes, qui contrôlent deux moteurs différents, à partir des entrées start et stop. Donc en regardant le code généré par ça, on a des structures. Donc on a les variables qu'on avait déjà vues avec top ici. Alors ça manque xstart parce qu'on s'est trompé en faisant l'exemple. Mais on y trouve ici les deux PLU intégrés, moteur contrôle 1, moteur contrôle 2. Le type ici est un peu inattendu. C'est SC in C. C'est pas le type qu'on a vu tout à l'heure, c'est un autre type ici. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Regardons l'initialisation. C'est plus ou moins ce qu'on a vu avant, tout est mis à 0. Mais rien ne touche ici les PLU embarqués. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, regardons le corps de la fonction, ça va peut-être répondre à une question. Voilà
le corps de la fonction qui est généré. Si on voit ici les deux accolades, ça c'est les deux évaluations des codes qu'on a vus tout à l'heure. On commence par évaluer le moteur contrôle, le premier, et ensuite le deuxième. On a les assignations du Xstart et du Xstop d'entrée vers les entrées des PLU respectives. Et si on regarde au-dessus, les références qu'on obtient ici viennent d'une macro qui s'appelle OD. Et qu'est-ce que c'est OD? Là, on arrive dans le pire de toute cette histoire. OD et OF sont juste des déréférenciations d'une table globale en utilisant un index. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a une PLU qui accède à un autre PLU, c'est fait à partir d'un accès non typé en utilisant des index qui sont potentiellement dynamiques dans une table globale. Donc ça désactive absolument toute capacité de faire de l'analyse statique de ce code, en utilisant en tout cas les outils habituels. Si vous vous rappelez ici du code qu'on avait, il y avait une autre macro qui s'appelait OF, qui est utilisée pour évaluer les autres PLU de contrôle de moteur. Et donc voilà ici les tables qui sont peuplées pour l'accès par OF. On peut comprendre ce qui se passe dedans, mais c'est vraiment pas évident. Et on n'a pas encore vu comment est-ce que ces structures sont peuplées. On a un autre constructeur global qui remplit ces structures-ci. On ne va pas en parler ici parce qu'on vous endormirait d'ennui. Ce qui est important à retenir, c'est que le C qui est généré à partir de cet éditeur graphique, c'est très compliqué et on a une vue à peu près de ça quoi ressemblait. Donc on va maintenant aller regarder ce qu'on a sur un train correct. Donc au niveau du binaire. Et ça va être bien pire parce qu'il faut qu'on désassemble ou le décompiler. Et on avait fallu qu'on utilise Ghidra puisque les autres outils n'ont pas fonctionné pour le tricore et que Dwarf n'a pas fonctionné. Mais on va en parler, on va en reparler. Oui, ça va être bien pire. Donc pour l'exemple jouet, on avait des symboles, mais pour un vrai, on n'avait aucun symbole. Donc c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est la version décompilée. Dans notre exemple de jouet, et on voit dans les premières lignes qu'il y a encore plus de casting, de transtypage, et donc on a des symboles. Donc le compiler connaît le type. C'est pas forcément bien, mais c'est quand même ennuyeux. Et on voit aussi qu'il y a certains problèmes avec les pointeurs de fonction, avec les FFFFF. Ça devrait pas ressembler à ça. Donc le problème avec Ghidra et Tricore, il y en avait beaucoup. Mais par exemple, Tricore est un peu bizarre. Il y a différentes adresses de registres pour les données et pour les adresses, pour les registres. Donc, par exemple, on voit ça justement dans les conventions d'appel. S'il y a des arguments de données, ça va être donné par des registres de données et les pointeurs sont passés par des registres d'adresses. Et Ghidra n'implémente pas ça. Donc, on avait les arguments. L'ordre des arguments était complètement différent. Donc, il a fallu qu'on fasse un script pour fixer Ghidra. Ensuite, il y a des bugs dans la sémantique de Tricore, des instructions de Tricore. C'est un exemple, nord doit pointer, et donc il y a le E1 au mauvais endroit. Donc, Ghidra pensait que cette inscription, que ça fonctionnait différemment. Et on a trouvé un certain nombre de bugs dans ce genre-là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on a utilisé beaucoup de scripting. Donc, vous avez vu les tables PD qui enlèvent les types de tout. Donc, on a fait beaucoup de scripting pour essayer de réparer les dommages. Ensuite, on a fait de l'analyse de binaire. On a un ordinateur. On peut simplement télécharger le code qu'on a téléchargé d'un train et on peut toucher quelque chose et voir ce qui se passe. Et on peut faire ça à la maison. Ensuite, notre idée, c'est de voir les différences entre les trains. Juste faire une différence sur le logiciel. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le même logiciel? Eh bien, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais tous les trains avaient des versions différentes. Donc, je pense qu'on a 26 versions différentes du logiciel pour 30 trains.
C'est beaucoup. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les différences. Et on voulait aussi regarder au trafic CAN et essayer de trouver les places correspondantes dans le code. Et finalement, on avait aussi un petit peu de motivation sous forme du deadline, puisque l'atelier nous a appelés et genre, on ne veut pas vous mettre la pression, mais vous avez une semaine. Parce que, en fait, l'opérateur du train, après avoir tourné sans les trains, il y avait 6 trains qui étaient bloqués et c'était problématique pour eux, donc ils ont décidé que la semaine d'après, ils allaient arrêter le service, enfin le contrat, et demander aux fabricants de faire la maintenance. Parce que le constructeur disait qu'il pouvait réparer le problème. Donc on avait une petite deadline et au final, la différence, c'était le plus intéressant puisqu'on a vu il y avait beaucoup de chances dans le code qui était responsable de verrouiller le train et on a trouvé l'endroit exact où la logique qui bloque le train volontairement. Et c'était la première chose qu'on a trouvée, c'était pour changer des values à peu près 1 million. Et ça ressemble à un compteur de kilomètres. Et on sait qu'il fallait qu'il y ait donc les valeurs ressemblaient à un compteur. Et on a vu que ça faisait quelque chose avec les valeurs. Et que s'il y a quelque chose qui est faux, ça va changer un bit en RAM non volatile. Et donc on peut les échanger. Et on a fait un petit test. On peut essayer sur notre bureau, on peut faire un test. Ah, une chose, on a vu que ces bits sont différents entre les trains verrouillés et les trains qui fonctionnent. Donc, c'est un petit peu suspect. Donc, on va changer les bits juste pour en faire des trains qui fonctionnent. Et on a téléchargé ça sur le contrôleur du train et voilà. Donc, le train est dérouillé, mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe avant de continuer. Parce que bon, c'est bien beau d'inverser un bit et de confirmer que ça fait ce qu'on veut, mais tout ça reste quand même bizarre. On a moyen de comprendre ce qui s'est passé derrière. Alors, il y a 2 questions très importantes auxquelles il fallait qu'on réponde. Le premier, c'était quel est le mécanisme qui cause cette panne dans les trains? Et deuxième question, quel est le déclencheur de ce mécanisme? Donc, regardons le mécanisme d'abord. Le premier mécanisme, vous l'avez vu, c'était dans les messages sur le bus CAN à l'inverteur. Vous voyez ces 4 octets ici, chacun correspond à un inverteur différent. Si le bit qu'on peut voir ici, c'est très simplifié ici. On voulait vous mettre le code, mais ça aurait pris des heures de mettre tout le code sur ce slide. Donc là, on a un flux de données simplifié. L'idée est quand même là. On a vraiment essayé. On a fait 4 versions de ce slide avec du code, ça ne marchait pas. Bon, bref. Sur ce slide, vous pouvez voir qu'on a un certain nombre de checks. On va parler des déclencheurs de ces checks plus tard. Si ces checks décident que le train doit être désactivé, alors l'accélérateur est désactivé suite à ces checks-là. Donc la vitesse est toujours à 0 et ça affecte les messages envoyés sur le bus CAN aux inverseurs. Un autre endroit où on peut voir une différence dans ces messages, c'est ce bit. Alors, ce bit est normalement documenté comme un bit réservé, c'est-à-dire pas de documentation. Mais on a trouvé quand même quelques documentations dans lesquelles il était décrit comme étant un bit d'arrêt d'urgence. Alors, on n'est pas certain de son fonctionnement exact, mais dans les trains verrouillés, c'était mis à 0, et dans les trains qui tournaient, c'était à 1. Et là, on peut vous montrer le code. On a cette fonction dans laquelle ça décide si le train doit tourner ou pas. Et ce bit est tout simplement écrit directement dans ce message envoyé sur le bus CAN. Vous pouvez voir la construction de cet octet-là.
on a 4 bits qui sont un F ou OF dans le message. Le F est utilisé pour dire quel inverseur doit être activé ou désactivé. Et vous avez ce bit magique qui est mis à 0 ou 1. Et lui vient d'une fonction que nous, on a appelée sneaky checks, les checks bien discrets, c'est notre terme technique pour ça. Et ça, bien sûr, ça évalue tout un tas d'autres conditions à d'autres endroits dans le code. Mais ici, on peut vous montrer vraiment ce résultat qui est envoyé directement dans le message sur le buscan. Donc, maintenant, un autre moyen de bloquer un train, c'est d'interférer avec des statuts d'erreur. Donc, dans un train, on a un pantographe. C'est ce truc sur le toit du train qui monte et qui fait contact avec la caténaire. Dans ces périphériques, dans ces équipements, pardon, il faut de l'air comprimé pour lever le pantographe. Si le train est complètement éteint, il faut générer un peu de pression pour monter le pantographe, pour récupérer de l'électricité. Mais on va utiliser le compresseur principal parce que le compresseur principal utilise beaucoup de puissance et on a très peu de puissance dans les batteries dans un train. Donc on a un compresseur secondaire qui est installé dans le train qui peut être démarré dans un démarrage froid, on va dire. Ça génère un petit peu de pression, juste assez pour lever le pantographe. Et à partir de là, on a assez d'électricité pour démarrer le compresseur principal, qui lui génère plus de pression, ce qui peut commander par exemple les freins, etc. Ce serait vraiment dommage si le compresseur secondaire arrêtait de marcher, n'est-ce pas? Donc un des mécanismes pour désactiver les trains, c'était de désactiver ce compresseur secondaire. Après un certain temps, ce compresseur se désactive et ça signale une erreur de compresseur, ce qui fait qu'on ne peut pas démarrer le train. Donc une autre question importante, c'est comment déclencher tous ces mécanismes de verrouillage. On a trouvé plusieurs façons de faire ça. Le premier, le plus commun dans les trains qu'on a observé, c'est simplement une absence de mouvement. C'est un compte de depuis combien de temps le train n'a pas bougé. Je mentionne que tous ces trains, sont des trains plutôt de banlieue, des S-Bahn ici. C'est des trains qui doivent tourner 20 heures par jour pour être profitables. Donc il y a une vérification qui dit si ce train a passé 10 jours sans atteindre 60 km/h pendant au moins 3 minutes, entre autres choses, ce train va se désactiver de façon permanente. Alors vous pouvez vous demander, et si le train ne bouge pas pendant 10 jours alors qu'il devrait bouger pendant 20 heures par jour, pourquoi? C'est probablement qu'il y a quelque chose qui est déjà cassé et que ce train a besoin d'être réparé, et quelqu'un doit donc faire cette réparation. Ou alors juste ce train a été mis au garage, n'est pas utilisé. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est fait, sauf dans quelques rares cas. Donc, par exemple, il y a des trains qui ont été envoyés dans les ateliers pour être réparés ou maintenus. Ils ont juste attendu quelques jours dans une voie de garage. Et ça, c'était suffisant pour déclencher ce blocage. Donc, quand l'opérateur ferroviaire a demandé aux fabricants de réparer ces trains, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en étendant la durée de ce mécanisme à 20-21 jours. Et ils ont ajouté quelque chose de très intelligent, du geofencing, c'est-à-dire une restriction géographique. Le train va uniquement se verrouiller s'il reste à un endroit dans certaines zones. Donc, le train n'entrera cet état que s'il est dans ces emplacements qui semblent un peu arbitraires. Si on regardait ces emplacements sur une carte, le premier, c'est le principal concurrent de Nevac, donc l'un des plus grands fabricants de trains ici. On a aussi d'autres ateliers qui appartiennent à d'autres entreprises de maintenance. Il y a même des endroits qui étaient encore en construction quand ce code est trouvé. Donc ça, c'est vraiment future-proof. L'atelier n'était même pas en opération, qu'il avait déjà blacklisté. Voilà un autre atelier dans la ville de Shadouf. Et voici l'atelier de SPS, ceux qui nous ont embauchés pour faire cette recherche. Et là, on a
l'atelier du fabricant à Novi Sad, là il y avait une condition différente qui permettait d'activer ou désactiver ce piège à géofencing dans leur propre atelier, histoire de tester si ça marchait ou pas. Donc, il y a d'autres déclencheurs qui n'étaient pas forcément présents dans tous les trains. Par exemple, on a vu dans une des premières mises à jour le CAN 831, donc c'est cet extendeur de Buscan. Si le numéro de série de cet équipement-là ne change pas celui qui était stocké, le train va se verrouiller de façon permanente. Il y avait d'autres checks, par exemple le numéro de série du module WTB, ça c'est ce qui permet d'interconnecter deux trains entre eux, ou plus de trains. Si la version du firmware de l'inverteur changeait, ça c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on a besoin que le firmware de l'inverteur et celui du software principal soient synchronisés, donc à la limite pourquoi pas. Il y avait aussi un check, si on atteignait le million de kilomètres, bam, pareil. Et il y avait aussi des checks pour vérifier que l'odomètre, le compteur de distance, était cohérent. Donc ça comparait les odomètres de plusieurs équipements dans le même train, et s'il différait de plus de 100 km, le train se bloquerait également. Une chose qu'il faut garder à l'esprit là, c'est que, comme on l'a dit, il y avait plusieurs versions du logiciel. Donc c'est pas comme si tous les trains avaient tous ces checks. Chaque train avait un sous-ensemble de cela, à l'exception bien sûr du premier, mais ceux qui sont dans cette liste sur ce slide-là sont moins communs, étaient moins communs. Il y avait aussi un check basé sur la date dans certains trains. Donc les trains qui avaient ce problème de compresseur secondaire dont on a parlé, c'était des trains qui devaient être maintenus avant le 21 novembre de 2021. Donc, si vous regardez cette ligne de code, vous verrez que ça ne fait pas exactement ce qu'il voulait. À moins qu'il veuille faire des pannes répétées du 21 au 30 novembre et du 21 au 31 décembre. Alors bon, ça c'était seulement dans un seul train, mais enfin quand même, quoi, c'est pas très sérieux. C'est pas comme ça qu'on compare des dates. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en l'an 2100, cette panne s'en ira pendant encore 21 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà un autre exemple où on peut vous montrer le code. C'est cool parce que ça tenait sur 2 slides ici. Donc vous pouvez suivre le code avec nous. À gauche, vous pouvez voir qu'on appelle la fonction DFPD pour récupérer la date courante. Et ça permet de set le flag de reset. Et à droite, vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de logique pour combiner ces entrées dans une variable qui s'appelle triggerLock. Ça va dans deux autres latches de set reset. Et à la fin, tous ces calculs arrivent dans une variable qui est en RAM non volatile qui s'appelle lock-enabled. Alors, évidemment, les noms, c'est nous qui les avons mis. Hein. C'est pas les noms que le fabricant a mis. Nous, on avait juste du code désassemblé. On n'avait aucun nom. Mais si on est à suivre cette fonction, ça, c'est la fonction qui décide si le compresseur doit s'allumer. Et là, on peut voir que ça check si cette variable en RAM non volatile qu'on a appelée lock-enabled n'est pas set. Dans le deuxième statement ici, ça set les bits sur le message du CAN qu'on envoie directement à l'IO extender du bus CAN. Et comme vous pouvez le deviner, bien sûr, ces mots en polonais que j'arriverai pas à prononcer veulent dire compresseur secondaire. Ça, c'était sur un train. Ce train est maintenant célèbre parce qu'il s'est effectivement cassé le 21 décembre de cette année. Mais vous inquiétez pas, à partir de l'an prochain, tout ira très bien. Sinon, qu'est-ce que vous avez autre chose? Il y a une combinaison secrète qu'on peut entrer dans la cabine et qui va dégager, ça. C'est beaucoup plus simple que ça, mais celui-ci, c'est celui que tout le monde connaît. À un certain moment, ils l'ont enlevé, donc, bah ouais, bon.
pas grave. Sinon, il y avait ce composant qui était sur le CAN 3, celui avec un accès à Internet. Donc, en théorie, il y a une possibilité de récupérer de la télémétrie sur les valeurs de verrouillage, puisqu'on sait que ce composant a reçu des métadonnées à propos du verrouillage, et les trains étaient capables de se verrouiller en utilisant les données de cet appareil, mais on ne l'a pas encore verrouillé. Donc voilà. Sinon, il y a aussi d'autres choses qu'on a vues, puisqu'on était on interagit. Certains de ces trains sont allés chez Nevag et devenus, et on a fait le truc. On a fait une comparaison avant et après. On n'a pas eu non seulement une diff, mais on a eu aussi plusieurs cadeaux, comme par exemple une mise à jour de DMHMI, donc l'interface qui nous a affiché ça, une alerte système. Attention, vous n'avez pas verrouillé le truc, mais c'est du bullshit légal, mais c'est un message sur attention, vous avez violé la propriété intellectuelle. Et c'était pas tout le temps. Il y avait quelque chose qui faisait ça. Donc c'était du Limix. Donc c'était 3 femtosecondes. Et on a vu que ce qui violait les lois, c'était d'arrêter le train pour 21 jours et ensuite le relancer. Je ne suis pas un avocat, mais je ne suis pas certain de cette interprétation. Donc, il y a plusieurs différentes études de cas. Donc, il y a eu la Polregio Krakow, donc avec Kotsav et Siska. Et après qu'on les ait lancés, de notre chose, mais il y a beaucoup d'autres compagnies qui avaient le même problème. Si on pouvait déverrouiller leur train, donc on a 4 trains qui ne pouvaient pas parler, mais on pouvait les déverrouiller, mais si on les rebootait, en fait, c'était un bug de programming, vu qu'on ne pouvait pas changer le code, puisqu'on n'a jamais changé aucun code. Et en fait, ces trains ont simplement été envoyés à Nevag et Nevag les a corrigés. Et ce que Nevag a fait, c'est qu'ils ont corrigé leurs bugs. Ils ont étendu la deadline à 21 jours et ils ont enlevé le code en cabine pour déverrouiller. Ensuite, on a vu aussi cette boîte noire. Donc, on a vu beaucoup de choses différentes. C'est un système extérieur et c'est orange, donc c'est important. Et donc, on a vu que c'était l'année 2037 et puisque c'était plus que 10 jours, c'était bloqué. Et sinon, on a essayé de faire un système de veine, un diagramme de veine, mais c'est juste un résumé. On a eu 30 trains, 44 avaient des locks, avaient des verrouillages. La plupart, c'était le temps. La combinaison avec le verrouillage sur le 431, le GPS Geofencing, c'était juste 2. La simulation des compresseurs, c'était un seul. Et le verrouillage à distance, c'était un UDP-CAN, c'était un seul train. Mais c'était quand même intéressant. Alors, une fois que vous compilez un de ces projets avec le SDK qui permet de compiler ça, il y a un fichier local sur votre Windows qui est mis à jour. Ça contient l'heure et la date de compilation et aussi le path, le chemin des fichiers compilés. Si tout va bien, il y a une entrée de journal, une entrée de log qui est créée dans la PLC à chaque fois que la version du logiciel est uploadée. Si on regarde les logs de la PLC, on pense que c'est des logs en qui on peut avoir confiance. Si on regarde ces logs, on peut regarder l'historique de certains de ces trains. Regardons la timeline à nouveau. En août 2021, SPS a ce contrat de maintenance et le 24 janvier, les trains devaient être envoyés à SPS. Et juste 3 jours avant ça, il y a eu une mise à jour du logiciel. En février, le 26, un autre train devait être envoyé à SPS et 2 jours avant, ce train a été mis à jour également.
Moi, je ne veux pas sous-entendre quoi que ce soit, mais si j'étais l'opérateur ferroviaire, je pense que j'aimerais bien regarder ce qui s'est passé. En parlant de choses suspectes, on peut regarder les réponses que Nevag avait à ce qui s'est passé. Alors, c'est assez difficile de savoir ce qu'ils voulaient dire vraiment parce que ce qu'ils disent n'a aucun sens. Mais en gros, ils disent tout sauf que c'est nous qui l'avons fait. Premièrement, ils se sont dit c'est les hackers qui l'ont fait ou alors quelqu'un d'autre l'a fait. Nous, on a regardé le code. C'est évident que la personne qui a fait ça avait accès au code source. Il y a tellement d'effets si on essaye de faire ça soi-même. Tout ça, c'est extrêmement intégré. Hein. C'est un système qui est complexe. Et à ma connaissance, personne d'autre que Nevag n'a le code source. Alors peut-être que quelqu'un a volé les trains, a volé le code source, juste pour faire une mise à jour. Ça n'a pas vraiment de sens. Deuxième point, ça, c'est de la diffamation. On n'avait pas dit que c'était Nevag, en fait, avant ça. Donc voilà. Troisièmement, il n'y a pas de preuves. Vous avez vu les slides ? Quatrièmement, mais on n'a pas touché ces trains depuis 2018. Et donc, vous pouvez écrire du code à l'avance, en fait. 5. C'est une violation des lois de propriété intellectuelle. Alors, nous, notre avocat n'est pas d'accord avec ça. Rendez-vous au tribunal. Hein. Suivant. Il y a eu des opérations sur le logiciel et donc maintenant ces trains ne sont pas sûrs. Alors nous on a juste utilisé les combinaisons de déverrouillage que vous avez mis dans le code et sinon on a juste déclenché des fonctions que vous aviez fait. On a utilisé votre code. Si votre code n'est pas safe, je ne pense pas que c'est notre problème. Hein. Suivant. Ils ont trouvé une autre défense. Ces SPS n'avaient pas les bons documents, les bons logiciels pour réparer ces trains. Vous n'aviez pas le bon logiciel, comment vous pensez que ça pourrait marcher? Alors en fait, quand KD a acheté ces trains à Nevag, Nevag était censé donner tous les documents nécessaires à la maintenance de ces trains. Donc peut-être que Nevag a dit qu'ils n'ont pas rempli leur part du marché. Et enfin, l'autre argument c'était SPS c'est des incompétents, c'est des idiots, ils n'arrêtent pas de casser ces trains et personne, on va faire confiance à personne sauf à Nevag pour réparer les trains de Nevag. Alors, nous, on a vu SPS faire ça, ils peuvent réparer ces trains, ils sont compétents. On attend maintenant les prochaines excuses, les prochaines dénégations de Nevag, on est sûr qu'il y en aura d'autres. Suivant. On devait faire un dossier technique là-dessus en anglais, c'était beaucoup plus de travail que prévu, il y a tellement de versions de firmware, il y a tellement de données à collecter. On veut parler précisément des flux de données, avoir tous nos extraits de code correctement. Donc on n'a pas encore fait ça. On essaiera vraiment de le faire en janvier, c'est promis. Deuxièmement, on n'a pas encore de procès de la part de Nevag. Donc, salut tous les avocats de Nevag dans la salle. Si vous voulez nous chercher, on est là. Plus sérieusement, on est en contact avec les différentes agences gouvernementales qui s'intéressent à ça. L'autorité de la concurrence polonaise, on est en discussion avec eux. Il y a un avocat général avec qui on parle. On ne sait pas où ça va aller. Ils ont juste dit, on va regarder ce qui s'y passe. Nous, on n'est pas vraiment informés de ça, mais on leur a donné nos informations, on a présenté nos conclusions. Et il y a d'autres agences avec qui on est en contact. Le gouvernement s'y intéresse de très près. Et il est probable que ceci soit amené en audience devant le Parlement, une commission parlementaire des transports en Pologne. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Wow, incroyable, incroyable. Ah, voilà. Alors, bon, les cheat codes pour les trains, dans quel monde on vit? Donc, j'ai vu qu'on avait beaucoup de questions et aussi de l'Internet. On va commencer par Internet. L'Internet veut savoir comment est-ce que les trains qui se sont fait mises à jour, comment est-ce que les mises à jour ont été installées? Elles ont été installées de façon à distance? Oui, on aurait dû en parler, ça aurait été
ça n'a pas été fait à distance, on ne sait pas. Toutes les mises à jour ont été faites par des gens de Nevag au workshop. Donc l'opérateur a envoyé le train chez le fabricant et on a essayé avant et après. C'est comme ça qu'on a fait la différence. C'est comme ça qu'on a vu ce qu'ils ont changé. Donc, micro 4. Est-ce que vous êtes en train d'essayer d'impliquer que ces idiots ont mis un transceiver CAN attaché à l'Internet? Peut-être, oui, mais il y a une boîte UTP qui chante un petit peu avec un ATE et un CAN, et que le système de CAN est attaché à un CAN, et le UDP est attaché au système d'information de passagers télépathique, et lui aussi, il a un modem GSM. Donc, c'était pas un Internet complètement ouvert, il y a probablement un VPN, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait analyser dans les prochains mois. Donc, si ça se trouve, il va y avoir une mise à jour de notre présentation un de ces jours. Prochaine question de l'Internet. Vous mentionnez qu'il y avait des mises à jour plusieurs jours avant les trains, quelques jours avant la mise en service des trains, enfin avant la maintenance des trains. Est-ce qu'ils ont un accès 24 heures sur 24 ou est-ce que ça a été fait de façon à distance? Avant toute cette histoire, avant que ça soit plus public, ils avaient accès au train. Il y avait un atelier partagé avec une autre société ou un accès libre lorsqu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin de l'accès. Donc maintenant, ça a un petit peu changé. Microphone 1. C'est le 27 décembre. Est-ce que vous êtes venu en train? Non, il n'y a pas de bon train de Bucarest. Ma question, c'est la boîte orange avec le 2037. Est-ce que ça a été changé par l'année 38-37? C'est une boîte qu'on est censé envoyer au manufacturier. C'est une sorte de boîte noire qui doit être envoyée au fabricant en cas d'incident. Ce qui s'est passé ici, c'est que cette boîte rouge-là avait un bug avec les dates, bug de gestion des dates. C'est probablement un bug dans le code de ça. Et c'est ça qui a déclenché cette date de 2037. On ne sait pas exactement pourquoi ça s'est produit. On sait juste que ça s'est produit et que ça a déclenché un verrouillage du train. L'Internet doit savoir s'il y avait des mécanismes de verrouillage légitimes. Par exemple, une batterie endommagée ou des choses comme ça qui empêchent le train de démarrer. Ou si c'était vraiment juste des hacks, des façons de compromettre le train. Alors oui, par exemple, il y avait l'exemple qu'on a donné de l'incompatibilité de version entre le firmware des inverteurs et le firmware central du PLC. Le software du PLC a besoin d'avoir une version spécifique du firmware des inverteurs. S'il y a un mismatch entre les deux, ça se désactive. Cependant, si ça a l'effet d'éteindre le train silencieusement, il faudrait que ce soit documenté. Pareil, le fait de remplacer certains équipements, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qui doit être fait avec une certaine précaution. Donc il faudrait qu'il y ait une procédure de resynchronisation après, mais il n'y a pas de documentation. Donc même si on dit que ces checks étaient légitimes, certains pourraient être légitimes s'ils étaient documentés. Là, c'était craignos la façon dont c'était fait. Il y a d'autres checks qui sont faits. Hein. Le train teste ses freins, par exemple. On avait une théorie que ceci avait commencé avec un check qui était légitime pour arrêter le train dans des cas où il fallait que ce soit, et qu'ils ont juste rajouté d'autres conditions à ce bout de code pour avoir ce comportement malicieux. Alors, vous avez dit que vous n'avez utilisé que des fonctions qui étaient fournies par le fabricant du train. Est-ce que ça veut dire que les firmware de ces trains n'ont pas été modifiés? Exactement. On n'a pas changé le code du tout. Et ça, c'est la raison pour laquelle certains des trains qu'on a analysés n'ont pas été débloqués. Celui avec la panne de compresseur, il y avait un cheat code qu'on aurait pu rentrer pour le débloquer, mais il y avait un bug dedans. Et si on redémarrait ce train,
il allait se reverrouiller à nouveau. D'après ce qu'on sait, changer le code nécessiterait Donc on n'a pas fait de changement. Microphone 2, une question à propos de l'origine de tout ça. Je ne m'y connais pas en maintenance de train, mais en maintenance de voiture. On regarde des codes d'erreur, étaient donnés au BD, et je pense que c'est similaire avec les trains. Enfin, j'imagine. Comment est-ce que les SPS ont été tellement suspicieux? Comment est-ce que SPS a été suspicieux qu'ils ont essayé de trouver, parce qu'ils ont normalement plein de choses, des services stop, comment est-ce qu'ils sont venus sur cette idée-là? Il faut comprendre que SPS et NEVAG ont certains conflits d'intérêts, donc il n'y a pas forcément la chance de dire Nick. Et si NEVAG dit « ouais, vous avez touché à votre système de sécurité », donc ils voulaient savoir, ils n'allaient pas appeler leur rival. Et le constructeur n'était pas forcément n'aidait pas vraiment. Et en fait, il fallait éviter que le fabricant prenne le contrat, en fait. Et donc, il y a certains outils de diagnostic, mais ça ne montre pas les logs, par exemple. C'est pas pratique pour nous, en fait. Sinon, microphone numéro 4. Est-ce que vous avez vu des systèmes de verrouillage qui ne sont pas effectivement qui soient visibles? Par exemple, le système de compresseur, il y a un autre sous-système qui va probablement rapporter un problème avec le compresseur. Donc, tout a des effets sur l'interface avec l'humain, mais il n'y a rien qui bloquait, enfin, il n'y avait aucune bonne raison que ce ne soit pas reporté comme une erreur quelconque. Voilà. Microphone numéro 1. Mais le train disait qu'il était prêt à partir, mais non. Et maintenant, micro. Après que vous accélérez dans le train, est-ce que d'autres opérateurs de train vous ont contacté, peut-être par exemple d'Allemagne, à propos des trains qui ne fonctionnent pas très bien? Aucun commentaire. Yes, I have to run. Microphone number 2, please. Perfect. Bonjour. Merci beaucoup pour cette super présentation. C'était incroyable de voir une présentation là-dessus. Est-ce qu'à un quelconque moment dans votre aventure de déverrouiller les trains, vous avez regretté d'avoir accepté cette mission? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, les jours avant la deadline, c'était très stressant. Donc, il y a ça déjà. Et il faut aussi voir que c'est quelque chose qui va sûrement continuer. C'est une question politique. Peut-être qu'on n'aurait pas dû parler publiquement de ça, mais au bout d'un moment, c'était la chose correcte à faire d'informer la société de ce qui s'était passé. Et effectivement, un jour avant la deadline, on était complètement... enfin, on travaillait 24/24 là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à débloquer le premier train 43 minutes avant l'annulation du contrat. Donc c'était vraiment, vraiment dernière minute et vraiment, vraiment difficile. Microphone 2, please. Microphone 2. Oh yeah, that's everything. Thank you. Perfect. Microphone 1. Bonjour.
Vous avez dit que quand on change le firmware, le train doit être recertifié. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit être fait quand ils ont... Est-ce que c'est quelque chose qui a dû être fait par Nevac quand ils ont changé la deadline à 20 jours? Oui, en effet, c'est bizarre hein, qu'eux, ils puissent juste changer le firmware sans refaire une certification, n'est-ce pas? Et ça, c'est partie des aspects légaux sur lesquels on n'est pas 100% sûr de ce qui doit être dit. Les réglementations ne sont pas forcément tout blanc ou tout noir. Ça dit que si le changement est significatif, ça doit être certifié. Donc ça, c'est quelque chose plutôt pour un juriste des trains. Ça génère évidemment beaucoup de paperasse, mais eux, dans cette paperasse, n'ont pas dit qu'ils avaient modifié ce mécanisme de verrouillage. Hein. Dans certains cas, ils n'ont même pas dit qu'ils avaient modifié le software du tout, d'ailleurs. Les opérateurs ferroviaires ne savaient pas que les softwares avaient été changés. La question était, est-ce que ça a été donné à l'autorité de certification? On ne sait pas. Vous avez mentionné que le code était exécuté à chaque tick, mais est-ce que ça veut dire que les conditions sont évaluées tout le temps ou juste au démarrage? Ou si le train atteint le million de kilomètres pendant les opérations, est-ce qu'il va y avoir un freinage d'urgence? C'est aussi une excellente question. Je peux répondre. Donc, les millions de kilomètres, c'était dans le train qui avait le problème de seconde. Ils auraient simplement débloqué il aurait simplement bloqué le compresseur secondaire. Donc, on aurait normalement de la pression pendant une circulation, on aurait le compresseur primaire, on aurait de la pression, donc ça n'aurait pas été un problème. Mais les autres vérifications n'avaient pas de problème. Il y avait des vérifications que ça ne serait pas pendant les opérations normales. Internet veut savoir si ce fabricant de trains vend les trains ailleurs qu'en Pologne. Oui. Microphone 2. À part ce code de tricheur, est-ce que vous avez d'autres easter eggs, d'autres packs dedans? Pas vraiment. Non, non. Le meilleur easter egg, c'était la vérification des DAC. Donc maintenant on regarde tous les 2 fois par an, on a le jour de la journée mondiale des échecs de compresseurs. Alors, vous avez dit que le cheat code n'était pas le code Konami. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'était réellement? Est-ce qu'il était documenté quelque part? Alors, il n'était pas documenté. On ne veut pas le révéler parce qu'on a peur que les gens appuient sur des boutons au pif dans des cabines. Il y avait plusieurs mécanismes selon les versions du code, selon les pannes. Donc, on peut faire différentes choses avec ces cheat codes. Et on ne veut pas que les gens expérimentent dans les cabines et causent plus de problèmes. D'un train à l'autre, les codes n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, n'expérimentez pas au hasard. Mais c'est quelque chose que vous pouviez... c'était toujours des codes qui pouvaient être faits à 2 mains en quelques secondes. C'était pas quelque chose de très compliqué où il fallait aller à plusieurs endroits du train, etc. C'était quelque chose de très rapide que le conducteur pouvait faire. L'Internet voudrait savoir quelle est ou était la relation entre vous et SPS? Est-ce que vous avez reçu quelque chose plus que de la publicité, peut-être des billets de train gratuits? Alors, bonne question. On aurait dû parler de nos conflits d'intérêts possibles. On a eu un contrat avec ça, on a été payé.
on a été payé pour notre travail d'analyse et notre travail de déblocage des trains, pas pour notre publication. Pour la publication, on a juste eu l'approbation de SPS qui a dit vous pouvez rendre ça public si vous voulez, mais SPS était tout intéressé par savoir pourquoi les trains étaient cassés, d'avoir un rapport technique qui décrivait ce qui s'était passé. Bonjour. Étant donné les ramifications, les conséquences, est-ce que vous avez peur des représailles potentiellement publiques à divers endroits? Alors, on a surtout peur de passer une éternité dans les tribunaux. Les tribunaux serait la façon la plus simple de nous pourrir la vie. J'espère que ça ne va pas donner des idées à des juristes de chez Nevag, mais bon, trop tard. Hein. Nous, on est sûr de notre bon droit, on est sûr qu'on a agi pour le bien public, donc on n'a pas peur, on n'a pas peur du tout. Et nous sommes 100% certains des conclusions que nous avons présentées ici. Donc, à moins qu'ils nous envoient des équipes de ninja, je pense qu'on est tranquille. Est-ce qu'il y a une chance que if there is any chance that Nevag will get their hands on those trains, which were like with those locks, and will try to update and destroy that evidence. Y a-t-il une chance que Nevag ait un jour accès à ces trains et essaye de détruire les preuves? Donc nous, on a déjà fait des dumps, on a des copies. Il y a des entreprises qui ont fait des audits de ce qu'on a fait. La pire chose qu'ils pourraient faire à l'heure actuelle, c'est d'essayer de détruire les preuves, parce que je ne pense pas que les tribunaux apprécieraient ça. Nous sommes bientôt à court de temps. Vous pouvez applaudir maintenant nos présentateurs. QCK, Redford, QCK, and Mr. Tick. et Mr. Tick.